Jean-Pascal. Priscilla. Content de te revoir, Jean-Pascal. Klagenschmidt, enfoiré, qu'as-tu fait à Priscilla? Tu m'as retrouvé finalement. Quelle témérité. Malheureusement, toi et ta petite chérie, vous n'allez pas sortir vivant d'ici. Cette bombe va exploser dans 3 minutes. Et elle est assez puissante pour réduire en poussière toute la pyramide dans laquelle nous nous trouvons. Elle ne peut être désamorcée qu'en répondant à une énigme. En cas d'erreur ou d'absence de réponse, tout explose. Et plus rien ne pourra m'arrêter dans ma conquête. Priscilla. Jean-Pascal. Jean-Pascal, vite, la bombe. Ah oui, Damned. Bon sang, le système de désamorçage est complètement verrouillé. Alors, il reste plus que l'énigme. En 1515, qui fut vaincu à Marignan, lol? Mais j'en sais rien! Bah comment ça, t'en sais rien, cherche? Il doit bien y avoir une réponse logique à tout ça. On va tous mourir. Mais non, mais non. Mais si. Tant pis, je tente tout pour le tout. Chaussettes. I shall resign the presidency effective. Entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Salut à tous! 1515 Marignan, voilà bien une formule que tout le monde connaît. On l'a tous appris par cœur à l'école, répétée, rabâchée, au point qu'elle semble gravée à vie dans nos têtes. Pourtant, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. C'est connu, mais on ne sait pas pourquoi. Et on va voir que c'est assez pertinent de se poser la question. Marignan, c'est d'abord deux choses. Il s'agit d'une bataille. On l'appelle d'ailleurs la bataille de Marignan. Et Marignan, c'est un bled en Italie. Vito Corleone! Alors, l'Italie, c'est là. Et Marignan, c'est là. C'est une petite ville à quelques kilomètres de Milan, qui s'appelle aujourd'hui Melellano. Et 1515, eh bien, c'est un an après la bataille de Chadiran. Et un an avant la découverte du Rio de la Plata. Bah voilà. On s'en fout! Généralement, on sait que la bataille de Marignan fut une victoire de François Ier, pas le pape, le roi. Mais on ignore souvent que cette bataille a été remportée sur les Suisses et qu'elle a permis à François Ier d'annexer le duché de Milan à la France. Attends, il y a un truc qui va pas dans ce que tu viens de dire là. Ah, et quoi donc? Les Suisses, je vois pas trop le rapport. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en Italie, ces Suisses-là? La Banque Switzerland Internationale est toujours ravie de faire affaire avec vous, Don Giovanni. C'est pas belle. En réalité, la Suisse au XVe et XVIe siècle était une grande puissance militaire en Europe, et de ce fait, elle passait des alliances avec ses voisins. Pendant un temps, elle avait été l'alliée de la France, notamment contre les Italiens. Et puis les Suisses en ont eu marre, alors ils sont allés s'allier avec les Italiens contre les Français. Mais bon, à l'époque, c'était courant de changer de camp du jour au lendemain. On pouvait être allié pendant 6 mois de l'année, se talocher la gueule pendant les 6 mois suivants, et se réallier l'année d'après. Depuis 20 ans et pendant presque tout le XVIe siècle, les rois de France ont essayé de s'emparer de certains territoires en Italie, et particulièrement de Milan, sur lesquels nos souverains estimaient avoir des droits légitimes. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Italie n'est pas un pays unifié, mais une myriade de petits États, comme le duché de Milan, la sérénissime République de Venise, ou encore les États pontificaux placés sous l'autorité directe du pape. Ces petits États sont généralement faibles et se font souvent la guerre. Ils subissent aussi l'influence des autres États européens, qui profitent de ce bazar général pour se tailler une part du gâteau, notamment l'Espagne, le Saint-Empire et la France. C'était presque une tradition pour les Français d'envahir l'Italie. Dès qu'on sentait un peu à l'étroit chez nous, on allait sonner chez les Rital. Il y a des trucs naturels comme ça, pour les Allemands c'est la Pologne, et pour nous c'est l'Italie. Entre 1494 et 1513, 4 guerres sont menées en Italie par la France. À la fin de la 4e, en 1513, les Français sont écrasés à la bataille de Novare et sont du coup éjectés d'Italie. Et donc, le roi de France, Louis XII, il a les boules! Il organise tout de suite une nouvelle expédition pour reconquérir le duché. Mais manque de peau, il meurt 2 ans plus tard, le 1er janvier 1515. Son cousin et gendre... Si, c'est possible. Oui, c'est la même personne. Ah mais c'est dégueulasse! Lui succède sous le nom de François Ier. Bah comme quoi Game of Thrones là, ils ont rien inventé hein. Puis d'ailleurs moi quand j'y pense, ma petite sœur... François reprend immédiatement le projet de conquête de son prédécesseur. Il peut se le permettre parce que la France est à l'époque la première puissance d'Europe. C'est le pays le plus peuplé, il y a en gros 16 millions d'habitants, le plus grand et le plus riche. En plus, la France est alliée avec Venise, et les méchants anglais se tiennent tranquilles. En échange d'1 million d'écus. Bande de sales rats.
Du coup, comme c'est tranquille chez nous, et bah François il peut aller pouner ses voisins. Et il a les moyens de le faire. Grosso merdo, c'est une armée de 50 000 hommes qui est mise sur pied. L'originalité, c'est que pour l'une des premières fois dans l'histoire, l'artillerie prend beaucoup d'ampleur. En effet, les Français ont envisagé de faire le siège de plusieurs villes, et du coup, ils ont prévu plein de canons. Alors, 72 canons de gros calibre, 3000 pièces légères et de la simple arquebuse au serpentin, ouais, le compte est bon, ouais. Toute cette armée se met en marche en août 1515. Comme les Suisses contrôlent les principales routes des Alpes, François ordonne à ses généraux de trouver un nouveau chemin. Imaginez le truc, en seulement 3 jours, les Français ont fait passer 50 000 hommes par une voie encaissée en plein été. Qu'est-ce alors? Avec en amont plusieurs milliers de sapeurs qui déblaient les routes, agrandissent les chemins, coupent des arbres et font sauter du roc à l'explosif. C'est un exploit. Résultat, les Français débarquent en Italie à la grande surprise de tout le monde, et les Suisses, complètement sur le cul, se replient sur Milan, en brûlant tout sur leur passage. François Ier, qui au fond de lui-même est un grand pacifiste parce que sa maman l'a élevé à porter des couches en soie et du coup il a pas de couilles, s'imagine alors qu'il peut terminer la campagne sans livrer bataille aux Suisses. Et pendant un mois, il négocie avec eux la paix et l'annexion de Milan. Mais ces négociations traînent en longueur, tandis que l'armée française arrive à la hauteur de Marignan. Les Suisses sautent sur l'occasion et attaquent les Français qui ne s'y attendaient pas. Les Suisses disposent d'environ 20 000 hommes. Du côté français, les troupes sont plus dispersées et il n'y a donc que 30 000 hommes auprès du roi au moment de la bataille. La bataille dure du 13 au 14 septembre, sous un soleil brûlant. Le premier jour, c'est une boucherie infernale. Boucherie sanglante des enfers. On se bat pendant près de 6 heures sans qu'aucun parti ne prenne l'avantage. Vers 23h minuit, on s'arrête, parce qu'on voit plus rien. C'est l'heure de faire dodo. Les soldats des deux camps s'endorment là où ils se battaient, à quelques mètres seulement de l'ennemi. François et ses généraux profitent de cette pause pour rassembler leurs troupes et les repositionner. Et au petit matin, alors que le soleil n'est même pas encore levé, on recommence à s'étriper joyeusement dans le sang et dans la poudre. Sauf que cette fois, les Suisses prennent vraiment l'avantage et enfoncent les Français sur tous les points. Plus le temps passe et plus la défaite paraît certaine. Les Français n'ont donc plus qu'un seul objectif, tenir. Jusqu'à l'arrivée des renforts. Car François Ier sait que ses alliés vénitiens lui ont envoyé une armée, et que cette armée a marché toute la nuit pour pouvoir le secourir. Et vers 10h, tadam, qui voilà! 15 000 soldats vénitiens tout frais, délaissant les gondoles, prennent en tenaille les Suisses, qui sont épuisés et ont déjà perdu beaucoup d'hommes. En 1 heure, la bataille est réglée, et les Suisses prennent la fuite. Pouataka! Bilan, Marignan s'est étalé sur 2 jours, et c'est très long pour l'époque. En plus, pour l'une des premières fois, on a utilisé l'artillerie en masse, et surtout on a beaucoup tué. En 16 heures, les Suisses ont perdu 10 000 hommes et les Français 8 000. Mais le mieux, c'est que cette bataille n'a rien réglé. L'armée suisse se replie directement sur Milan, et se retranche derrière ses hautes murailles. Et donc, faut tout recommencer à zéro. Cependant, 2 choses viennent transformer Marignan en victoire totale. La première chose, c'est que la population de Milan se met à flipper. Elle se rend compte que les Suisses ne suffisent plus à la protéger, et donc elle se rend d'elle-même à François. La seconde, c'est que le pape, qui était allié aux Suisses, commence lui aussi à flipper. En effet, plus personne n'est en mesure de s'opposer à l'armée française qui menace directement les territoires du pontife. Qu'à cela ne tienne, le pape reconnaît François Ier comme duc de Milan et signe avec lui une alliance. En échange de ces concessions, l'Église de France se soumet à l'autorité du Saint-Siège. Cela signifie que le haut clergé est nommé par le pape avec l'accord du roi. Du coup, fait accompli plus autorité du pape, les Suisses acceptent leur défaite et signent avec la France une paix perpétuelle qui durera jusqu'à la Révolution. Et alors, vous vous posez pas de questions, Bah non. Bah si, vous êtes obligés. Bah non, 1515 Marignan, on a compris. Bah vous vous demandez pas pourquoi vous avez appris comme des veaux 1515 Marignan alors que ça aurait juste pu être une grosse dérouillée pour les Français? Non. Parfois je me demande pourquoi je fais ça. Je me sens seul, abandonné de tous et incompris, comme un poète qu'on aurait. En fait, l'histoire aurait très bien pu oublier totalement la bataille de Marignan. C'était certes une victoire, mais pas si folle que ça. Belle entrée en matière, celle-ci n'a pas vraiment connu de suite. François Ier est une vraie brêle militaire. Marignan est sa seule victoire personnelle, et il perd définitivement Milan 7 ans après, avant de se faire écraser par l'empereur germanique Charles Quint à la bataille de Pavie en 1525. C'est alors que les turiféraires et autres propagandistes du monarque se sont employés à élever Marignan au rang de mythe, et non pas de mythe. En effet, à l'époque, le roi doit être le plus gros badass de la guerre, parce qu'il lui faut montrer qu'il peut protéger son peuple et le royaume. Par conséquent, la bataille est réécrite et on amplifie le rôle du roi. Mais on s'en branle des Vénitiens, c'est nous qu'on a gagné! Dès lors, ça justifie tout. François Ier a perdu toutes les guerres? Certes, mais c'est le grand vainqueur de Marignan. La propagande fut tellement bien menée que les successeurs de François Ier ont repris le même discours et le mythe a ensuite traversé les âges jusqu'à nous. 1515, c'est la seule date qui puisse parler à tout le monde entre l'an 1 et 1789.
Et on se demande pas vraiment ce que c'était Marignan, ça va de soi, c'était une grande victoire. Sauf qu'en grattant un peu, on se rend compte que pas tant que ça. Encore faut-il gratter. Tout semble tellement évident que finalement, très peu d'historiens ont étudié cette bataille. En fin de compte, on sait tous que 1515 égale Marignan, mais on sait rarement pourquoi. Et cette légende, comme quoi François Ier aurait été adoubé sur le champ de bataille par le chevalier Bayard, eh ben on oublie tout de suite, c'est du flan. Moralité, la guerre, c'est pas bien. Mais surtout, cette bataille illustre bien le rôle de l'histoire, celui de déconstruire ces mémoires tronquées qui faussent nos représentations. C'est pas parce que la Renaissance s'est passée il y a 5 siècles que la glorification du souverain, le modelage des esprits, tout ça n'existait pas. Rome n'a pas attendu Goebbels ou Zhdanov pour inventer la propagande. Et voilà, Marignan, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des questions concernant la bataille ou concernant autre chose, posez-les dans les commentaires. Si on a la réponse, on y répondra. Sinon, on n'y répondra pas. D'ici là, bande de veaux, salut et à bientôt.